C'est un réel plaisir que de vous savoir très nombreux, amables téléspectateurs, à suivre ce grand magazine. Ça fait débat, oui, des sujets d'actualité. Aujourd'hui, vous le savez, nous célébrons d'ailleurs le 17 mai, journée chômée et payée, qui nous permet de nous rappeler les phares d'essai, oui. C'est pour parler de Forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cette question qui reste d'actualité, la question de détournement. Oui, on va en parler dans la gouvernance financière en République démocratique du Congo, érigée comme cheval de bataille du chef de l'État, qui a eu d'ailleurs à mettre en exergue l'IGF pour justement traquer tous ceux qui pourront détourner des fonds liés aux travaux ou encore à la gestion de la Respublica. Quelles précautions pour éviter justement ce détournement? Parce que plusieurs questions reviennent sur la question de détournement, permettez-moi cette tautologie, mais qui remet encore en surface, la question de la gestion des fonds en République démocratique du Congo. Bien évidemment, nous allons rester aussi sur cette question d'actualité en ce qui concerne les immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Ici sur ce plateau, nous avons Monsieur Christian Choukourou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame et à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je ne peux pas commencer votre émission sans rendre hommage à ces victimes de l'Est qui chaque jour sont malmenées par ces monstres de RDF et AFC, à cette escroquerie AFC et consorts. Nous les rendons hommage. Je continue à dire que justice sera faite. Nous avons également M. Pinda Richard de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci à vous. Recevoir, d'avoir daigné nous convier à prendre part à cet échange que nous voulons républicain d'une part, et aussi je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs, sans oublier ceux qui vont nous suivre. Voilà. Également notre troisième invité, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Madame Okela. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Oui. Et j'avais un petit biscuit d'1 minute seulement pour parler d'une situation qui se passe dans l'hôpital du Cinquantenaire où il y a des pratiques qui se font là-bas en violation flagrante des droits humains. Je ne vais pas préciser ces infractions-là, mais seulement nous avons déjà informé à plusieurs reprises les services de sécurité d'aller là-bas dans le bâtiment qui a été réservé pour la cancérologie. Si vous allez là-bas, vous n'allez pas trouver aucun appât, il n'y a rien. Il n'y a que des Indiens qui sont là-bas. Et ils seraient en situation irrégulière. Donc c'est comme ça que nous sommes en train toujours de dénoncer que le service fasse le travail. Là-bas, à l'hôpital du Cinquantenaire, on chasse ceux-là qui venaient, les Congolais qui venaient travailler pour les pompes funèbres, le service, qui sont dans le service des pompes funèbres. Oui. Ils sont maltraités là-bas. Alors que la loi internationale sur, comment on appelle, sur les hôpitaux, même sur la mort, interdit à ce qu'un hôpital ait une pompe funèbre. Ça sera illogique que vous avez l'objectif de soigner et que vous-même, en même temps, vous avez la morgue, ce qui est normal. Mais au-delà de la morgue, vous commencez encore à décorer, à faire louer des espaces, les chaises, les tentes. Donc l'hôpital devient en même temps celui qui guérit et en même temps celui encore qui enterre. Donc cette pratique a été interdite en droit international sur les hôpitaux, sur la mort. Je pense que cette fois-ci, les autorités vont comprendre. Et ces gens-là qui travaillent dans les pompes funèbres, souvenez-vous, le chef de l'État a dit que dans son deuxième mandat, il va créer plus de 6 millions d'emplois. Mais comment fait-il les gens qui sont là-bas, les entrepreneurs, des Congolais, qui viennent pour aider leurs frères avec des prix raisonnables, sont tous chassés par l'hôpital du Cinquantenaire pour que lui reste ait le monopole de tout faire. Et c'est comme ça que nous venons ici dénoncer. Ces Congolais-là qui sont partis il y a aujourd'hui plus de 7 mois. Alors que les histoires des obsèques, les étrangers ne peuvent pas commencer à organiser dans notre pays. C'est paradoxal. C'est comme ça que nous demandons au gouvernement congolais de prendre cette situation en considération. On va y également se pencher parce qu'il n'y a pas que l'hôpital du Cinquantenaire actuellement. La tendance est maintenant dans pratiquement tous les hôpitaux qui organisent en même temps, qui réservent des espaces pour justement organiser les obsèques et qui louent également en même temps les chaises et autres, tout ça, tout objet de décoration pour organiser les obsèques. Donc c'est une pratique
S'il faudrait le décourager, dans son ensemble, dans tous les hôpitaux, évidemment, M. Pinda. Je voudrais dire un mot, parce que si je comprends la logique de sa communication, c'est légal d'organiser le pompe funèbre. Mais c'est un service qui ne doit pas être de l'émanation de l'hôpital, l'hôpital du cinquantenaire. Ce sont les particuliers qui peuvent se joindre pour l'organiser. Mais dans le cas d'espèce, c'est l'hôpital du cinquantenaire qui organise. C'est l'hôpital du cinquantenaire. Alors, en ce moment-là, on n'interdit pas de l'organiser, mais on voudrait que ça soit dans la légalité. Voilà pourquoi il dénonce pour demander à ce que les officiels de la République, pourquoi pas une enquête pour accompagner la justice qui doit bien faire son travail. Voilà. Madame, pour 30 secondes, vous imaginez à cause de ça, je vous dis, l'hôpital du cinquantenaire compte au moins plus de 520 lits. Mais si vous descendez sur le terrain, il n'y a que 80. Vous et moi, nous connaissons que cet hôpital a été mal réputé. Et au-delà de ça, vous commencez à faire ce genre de pratique. Qui ne sait pas ici qu'il y a une professeure qui était décédée, dont son corps a été perdu dans l'hôpital du cinquantenaire? C'est illogique et c'est infaisable. On vient sortir le corps de cette professeure et le corps n'est pas là. Le corps est perdu. Merci beaucoup. À cause du désordre des responsables de cet hôpital. Je crois que l'alerte a été lancée au niveau des personnes compétentes justement pour s'enquérir de la situation. Et M. Bob également, bonjour et bienvenue à vous. Merci Madame Arlette, et très heureux de vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Voilà, justement, on ouvre le débat ici sur ce plateau pour évoquer cette question de la gouvernance, spécialement en matière de finances. Ça reste le nœud du problème, M. Pinda. Vous qui prenez cette question avec beaucoup de sourire quand même. C'est une question qui... C'est une question à prendre avec beaucoup de sérieux, comme vous le dites. La gouvernance ou la bonne gouvernance, c'est la clé même du développement. Parce qu'on ne peut pas prétexter la bonne gouvernance et n'est pas... plutôt, on ne peut pas prétexter le développement et n'est pas assurer la bonne gouvernance. Donc c'est un facteur sur lequel je pense que tout le monde devrait se focaliser. Mais la faiblesse que nous avons, que nous devons reconnaître, même étant du pouvoir, il faut reconnaître l'inefficacité de l'action judiciaire. Parce que la meilleure façon de pouvoir corriger, c'est la sanction. Mais on a comme l'impression que cette sanction tarde à venir. On a comme l'impression, je dis bien que nous avons comme l'impression que cette action, elle est complaisante. Et surtout, il faut aussi prendre en compte que c'est l'attitude des uns et des autres lorsqu'on doit poursuivre Richard Mpinda. C'est la communauté du Kasaï central, de Demba, qui va vous dire mais là, nous oublions que lorsque l'on a agi, c'était plutôt plus, lorsqu'on a agi en détournant, c'était plus les intérêts individuels au lieu des intérêts collectifs. Vous voyez ça? Et très souvent, lorsque la communauté intervient parce que les miettes ont été mises à leur disposition pour éventuellement chercher à sauver celui qui leur donnait des miettes. Et pourtant, si, prenons par exemple, on gérait bien l'hôpital du cinquantenaire, l'intérêt, ça serait un intérêt général. C'est-à-dire que tout Congolais devrait en profiter. Et donc, moi je pense qu'il faudrait, je salue d'ailleurs l'initiative qui avait été mise en place pour éventuellement créer des juridictions financières qui poursuivent les crimes économiques. Parce que je suis de ceux qui avaient fait appel, parce que le parquet financier existe déjà. Vous avez la CNRF qui pose les actes de poursuite, éventuellement sur les questions de finances. Et donc, je crois que nous avons évolué, mais il ne suffit pas, comment dire, de se plaire qu'à ça, mais il faut voir aussi les actes qui vont suivre pour s'assurer que le développement soit une effectivité. Mais justement, aujourd'hui, si l'on revient encore sur cette question de la gestion financière, M. Chokoro, aujourd'hui, on le dit, c'est vrai que ça demeure un réel problème de gouvernance en République démocratique du Congo. Les cas sont légion. On ne fait que parler de détournement. On ne fait que citer des sommes colossales. On ne fait que même ceux qui ont été dans le pouvoir, dans la direction, dans la gestion de la Respublica, en l'occurrence, l'ancien ministre de Finances, on a évoqué la semaine dernière, qui est revenu encore sur cette mode de gestion de la République en ce qui concerne les finances. Madame, c'est vraiment les points qui choquent dans notre gouvernance aujourd'hui. Vous comprenez, je suis de l'Union sacrée, mais c'est une question qui met mal à l'aise les bonnes consciences. Mobutu ressuscité aujourd'hui, il va être surpris de la manière dont
quand on a érigé la corruption, la malgouvernance en sport national. Je dirais même que c'est devenu une compétition. Des millions et des millions de détournements. Et ça fait plus de 6 ans depuis qu'on en parle. Mais sur ce plan, sincèrement, rien ne bouge. Et ce n'est pas normal. La justice qui devrait sévir ne joue pas franchement son rôle. Parce que après l'arrestation et la condamnation de Dr Oli Ilunga, je me rappelle, je crois en 2019, en tout cas, tout le monde a pensé que ça commence à venir. Et il y a un certain espoir qui a été suscité. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas bien de lutter contre la corruption ou contre le détournement des deniers publics. La justice, on a comme l'impression qu'elle fonctionne quand il s'agit de régler les comptes. On a parlé ici de 9 millions dans l'affaire Julia Linguete. C'est la présidence de la République. Aucune tête n'est tombée. Et on a vu des gens promus. Ça nous met mal à l'aise. Aujourd'hui, des gens sont arrêtés selon qu'il s'agit de... Je ne veux pas citer des noms, mais on a comme l'impression que c'est des individualités après Oli Ilunga. Pour le même cas, il y a eu Etienne Ilongondo. Exactement. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous savez, quand c'est Mukalenga, Mwifi Moulenga ou je ne sais pas moi, Mambweni, la justice apparemment ne fait pas bien le travail. Mais les cas sont légion lorsqu'on parle je ne peux de pas défendre aujourd'hui notre gouvernance et essayer de jeter des fleurs sur ces cas de figure. Ça nous met mal à l'aise. Et je rappelle aussi ici que, à côté du fait que la bonne gouvernance soit la clé pour le développement, un co-débatteur l'a dit, j'ajoute en disant que c'est le symbole même de la cohésion nationale. Cette question de deux poids, deux mesures brise cet élan de cohésion nationale. Mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, nos provinces sont gérées comme de petites boutiques familiales. Le président de la République, je me souviens, il avait dit que chaque 6 mois, il ferait... Il ferait de sorte à ce que là où il y a corruption, que les sanctions suivent. Mais aujourd'hui, à titre de rappel, puisque vous l'avez évoqué ici sur ce plateau, en ce qui concerne le ministère de la Santé, il y a eu 2 ministres. En ce qui concerne l'affaire forage, il y a eu le ministre du Développement rural, le ministre de Finances. Affaire 100 jours, il y a eu le directeur de cabinet du chef de l'État. Nous avons encore ici dossier prison où l'on pense, l'on accuse le ministre d'État à la justice. Il y a eu affaire Alinguete, vous l'avez évoqué. Il y a encore cette question qui a été soulevée par le ministère de la Justice devant la première ministre qui a parlé de solo et à détournement. On se dit finalement, sans parler des affaires des carrés miniers aujourd'hui, on se dit, est-ce que tous ces cas ne prouvent pas à suffisance que la République ne met pas en exergue la lutte contre le détournement en République démocratique du Congo? Madame, de très bonnes lois. J'ai même appris que le ministre Moutamba, que je salue en passant, aurait déposé un projet de loi portant sur la création d'un tribunal pénal économique et financier et d'un parquet national y afférent. Mais je me dis que le problème dans notre pays, il ne se situe pas au niveau des lois. Il s'agit bien d'un système qui semble broyer même la force de nos lois. Il faut commencer par là. Il faut que ce système soit détruit. Mais pour le détruire, il faut d'abord le vouloir. Et je me dis que c'est encore une fois le magistrat suprême qui doit vraiment encore une fois faire quelque chose parce que
ça risque même de saper tous les efforts qui sont en train d'être fournis. Monsieur Sénat, je suis très mal à l'aise de parler de cette question sur ce plateau, mais je dois le dire en nationaliste. Ça n'est pas normal, ça doit s'arrêter. Notre justice qui semble, on l'a dit, malade, je ne sais pas si il est à quel niveau, parce que j'avais pensé qu'elle était déjà en plein soin, mais il faut qu'on fasse quelque chose sur cette question précise. Qui va faire quelque chose? Du moment où déjà on va évoquer encore parmi les cas la question des élections, on a semblé pouvoir punir là où il y avait des preuves, mais au finish, les mêmes personnes dont on a sanctionné, après un temps, ont repostulé et ils ont été élus. J'allais même parler de cela, madame. Nos provinces aujourd'hui sont le fruit de la corruption, voire même nos parlements. Ça n'est pas normal. La loi est claire quand il s'agit de cette question précise. Mais comme vous le dites, aucune arrestation. On n'a fait que confirmer. Pour la Cour constitutionnelle, nous avions appris, vous et moi, qu'il fallait des sommes importantes pour se faire confirmer lors des contentieux électoraux. Donc vous sentez que la République est émaillée de ces virus, et parfois même j'ai honte quand je regarde certaines personnes. Je dis même j'ai de la nausée quand je regarde certaines personnes parler. Mais qui viendra déboulonner ce système? Parce qu'apparemment ça semble être ancré en mode de gestion. Alors, madame, il faudrait faire confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par rapport à tous les efforts qu'il est en train de mener. Il ne faut pas que l'on oublie le principe de la séparation de pouvoir. Ça veut dire que le chef de l'État ne peut pas se mixer dans les affaires de la justice, non plus ce qui se passe au niveau du Parlement. Parce qu'en droit, la compétence a toujours été d'attribution. Mais lorsque l'on sent que ça saute aux yeux, comme l'avait dit le ministre des Affaires de la Justice, on sent solo un détournement, tous sont convaincus. Mais la justice n'arrive pas à dire le droit comme tel. On ne sanctionne pas, on ne rétrocède pas l'argent perdu. Finalement, on se dit, l'argent s'est évaporé. On a pensé que c'était un vol alors que ce ne l'était pas. Les gens restent dans ce questionnement. Et ce qui vient encore rencontrer l'assentiment de la population, ce sont les déclarations du ministre, l'ancien ministre de Finances, qui vient carrément et quasiment confirmer tout ce que les gens pensaient. Madame Boutella, il ne s'agit pas ici au Congo de problème de texte, le problème d'homme plutôt. Moi, je vais parler de 3 éléments pour résoudre tout ce problème. Tout a été déjà réglé par nos lois, par la Constitution et les lois de la République. La première solution, c'est la solution de la justice. Le magistrat, en ce qu'on appelle la compétence proprio mutu, ils peuvent déclencher d'eux-mêmes des poursuites. Ça veut dire que la justice doit faire son travail. On ne peut pas avoir toutes ces révélations et qu'aujourd'hui rien n'est fait. Ça veut dire que maintenant ces gens-là sont payés pourquoi? Ils ont été nommés là-bas pour faire quoi? Mais c'est pour, par exemple, je parle du parquet, mais c'est pour poursuivre, rechercher d'abord les infractions, ainsi que poursuivre ceux-là qui ont commis ces infractions. Mais est-ce que notre justice fait ce travail? Le deuxième élément, c'est le contrôle parlementaire. Comment est-ce qu'on peut vous dire que tel ministre, nous savons tous que tel ministre avait détourné? On vous cite les noms, excusez-moi de citer peut-être le nom, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, par exemple, de Tony Mwaba à l'époque, où on disait qu'il a détourné ça. Est-ce que vous avez déjà vu au Parlement un député, il a été convoqué au Parlement? Non. Ça veut dire que même les députés ne font pas leur travail. Ils sont payés pourquoi? Ils sont là-bas maintenant. Pourquoi ils ont été des candidats? Pour faire quoi? Il fallait laisser à ceux-là qui veulent aider les pays d'être élus et puis être là-bas. Oui, on vous a donné des voix. Oui, vous êtes élu, vous êtes député. Mais faites le contrôle parlementaire. Parce qu'au-delà de légiférer, le Parlement a aussi cette compétence-là du contrôle parlementaire. Il va contrôler qui? Mais il contrôle également les membres du gouvernement. Il contrôle les directeurs généraux des entreprises publiques. Ça veut dire que le contrôle parlementaire, si il est mis en place et que la justice également agit dans le bon sens, tout ça, on ne parlera pas de ça. Le troisième élément, c'est que je vais demander au président de la République, oui, au-delà de la justice, au-delà du contrôle parlementaire,
Mais le chef de l'État... On a même mis en avant-plan l'IGF. Tout à fait, l'IGF. Mais ça ne marche toujours oui, pas. Non, mais le chef de l'État lui-même peut résoudre ce problème tactiquement. Par exemple, lorsque vous dites que tel ministre avait volé, et que vous avez, parce que le chef de l'État, c'est le mieux informé de tous, et que tel avait volé ou soit tel a fait ceci, même lui-même, le chef d'État a le pouvoir de sanctionner. Non, vous avez dit qu'il respecte la justice. Non, je dis pas. Je dis sanctionner. Il y a la question, des immunités, par exemple. Les membres. Non. Avec les députés, il y a autant de questions. Nous avons connu ici sous Kabila, je ne sais pas moi c'était quel ministre, qui dans son bureau était en train de pratiquer, qui était en train de affaire sextape. De l'ancien ministre, où il était en train de se masturber dans son bureau. Nous l'avons vu. C'était l'ancien vice-ministre de PTT. Vous voyez, on l'avait directement chassé du gouvernement. On n'a pas attendu, comment on appelle la justice, on n'a pas non plus entendu que le Parlement fasse le travail, mais le chef de l'État lui-même l'avait sanctionné. Ça veut dire que même le président Tshisekedi, au-delà de la justice, au-delà du contrôle parlementaire, lui-même a cette compétence-là de sanctionner tous ces gens-là. Il a ce pouvoir-là de sanctionner, que ce soit les ministres, mais aussi les DG, ceux-là qui commettent des infractions. Alors, si on ne faisait pas cela, et que cette situation passe comme ça se passe, même si peut-être, parce qu'on ne sait pas, l'instruction préjuridictionnelle et inquisitoriale, ça veut dire secrète, peut-être qu'il y a eu des actions qui se font après toutes ces déclarations, on ne peut pas connaître, mais seulement nous faisons confiance à la justice et nous disons que la justice va nous porter, va plutôt apporter la solution à ce problème, mais aussi le député et le sénateur au niveau du Parlement peuvent aussi agir, et même le chef de l'État aussi, en tant que président de la République, il a de pouvoir, il peut sanctionner. Monsieur Babungoyi, les affaires, il y en a tellement eu que l'on oublie parfois aujourd'hui. La question, par exemple, avec le jeu de la francophonie, ici, la construction des stades, c'était avec l'ancien ministre Nicolas Kazadi qui a été également pointé du doigt. Il y a eu la construction de l'Arena qui s'était arrêtée carrément parce qu'il y a eu des tournements des fonds où l'on devait encore débourser, alors que les fonds sont sortis en mode d'urgence, les fonds ont été détournés, on revient encore aujourd'hui pour débloquer encore des sommes colossales pour continuer la construction de ce stade. À l'heure actuelle, qui a volé cet argent? On ne sait pas. L'argent a été rétrocédé. Non. Mais et on continue comme ça à évoluer. Finalement, c'est de l'argent perdu pour la République. Effectivement, à gros mots, gros remède, vous constaterez que le problème des corruptions en République démocratique du Congo a atteint un stade sans précédent. Et aussi, ça devient un problème institutionnel au point que, à tous les niveaux, la corruption s'y trouve. Et que de ce point de vue, ce problème ne peut être résolu que par une solution qui viendrait d'un mode de gestion qui viendrait du sommet de l'État. Ici, je ne suis pas très d'accord avec un argument qui venait d'être avancé. Ici, on parlait de la séparation de pouvoir. Moi, je crois que dans ce cadre, il n'y a pas question de séparation de pouvoir. Le chef de l'État, quand il vient, il a une politique de gestion qui touche tous les secteurs de la vie, même la justice. Vous constaterez que, je disais tout à l'heure, que ce problème de corruption touche tous les niveaux de la vie. Même la justice elle-même est dans ça, c'est-à-dire que le chef de l'État, en venant, ayant une politique globale, devrait aussi avoir une politique qui va dans le sens de résoudre ce problème également au niveau de la justice, parce que le problème ne vient pas seulement de là. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire très concrètement? J'ai entendu sur ce plateau dire que même nos institutions sont issues de la corruption. Je suis totalement d'accord. Et venant de quelqu'un de l'Union sacrée, c'est révélateur, ça dit beaucoup. Mais toutefois, j'appuie cette idée en la renchérissant d'ailleurs. Vous constaterez qu'aujourd'hui, la conception juridique de notre pays dit que la représentation nationale part d'abord du souverain primaire, c'est-à-dire la population qui vote pour les députés nationaux, pour déjà arriver à ce niveau. Alors, nous savons tous comment ça se passe. D'abord au niveau du rapport entre les députés ou les candidats et la population. Nous savons que c'est au prix de ce que vous donnez qu'on vote pour vous. Début de la corruption. J'ai entendu parler des motivations. On motive la population. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire,
déjà à la base, on semble légaliser cette corruption. Comme si cela ne suffisait pas. Ça voudrait dire que la représentation nationale est issue d'abord à la base d'une forme de corruption que nous ne voulons pas admettre. Et que d'abord, la première solution devrait venir de là. Parce que dès la représentation nationale, viendraient certaines institutions. Ici, je parle du gouvernement. Le gouvernement est issu de cette représentation nationale qui, dans une certaine mesure, est issue d'une corruption que nous connaissons tous au prix du polo, des 5 000 francs et de ceci. Donc il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de programme à la base. C'est un problème. Le gouvernement, on arrive, il faut qu'on délègue, qu'on désigne l'informateur et tout ça. Ben, cet informateur va voir qui? Des députés issus d'une corruption. C'est-à-dire dont la moralité, dans une certaine mesure, pas tous, mais dans la majorité, pose problème. Quand vous regardez cette Assemblée nationale, même les membres de l'Union sacrée eux-mêmes admettent qu'il y a un problème. Il y a eu un problème dans ces élections. Bon, maintenant, dites-nous, des gens qui ont été élus par des voies problématiques vont asseoir d'autres institutions qui sont censées donner des solutions aux problèmes. Pas étonnant qu'on ait des ministres qui, dans une certaine large mesure, veulent plus satisfaire leurs parrains, satisfaire ceux qui les ont amenés là. Alors, c'est quoi la solution à ces problèmes concrètement? La solution, moi je crois que le seul à pouvoir jouer un rôle dans cette affaire et pouvoir le résoudre, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État était venu avec une politique très bonne, au départ. En tout cas, c'était des intentions. Quand il parlait de l'État des droits, qui était presque le leitmotiv de tout son programme, c'est tout le monde, il y avait Kabouya à gauche, il y avait les autres, État des droits, Tozana État des droits. Ben, à peine arrivé, je me souviens, à peine pris le pouvoir, j'étais à Lubumbashi, quand il dit, en tout cas chez moi, c'est net, j'ai vu même des PCR qui ne pouvaient jamais le rencontrer. Sur la route, c'est corrigé pendant la première semaine. Il avait donné un signal très fort, signal qui devait rester comme ça. S'il pouvait, au lendemain de son pouvoir, sanctionner immédiatement et sans retour quiconque le fait. Lui-même disait au Salibo Oza, camarade Nangaï, au Salibo Okeboloko. S'il était resté dans cette logique, on n'en serait pas là. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Il y a eu 100 jours, vous connaissez comment ça s'est terminé. On a fait un procès qui s'est terminé, comme on le sait. Les maisons préfabriquées. Les maisons préfabriquées. Un règlement des comptes. Bon, là, la justice fonctionne. Un règlement des comptes au sein de l'Union sacrée. Oui. Alors, de ce point... Vous aurez les 100 jours, vous aurez à réagir. Oui, alors, de ce point de vue, qu'il y ait règlement des comptes au sein de l'Union sacrée, nous, population, ça ne nous regarde pas. C'est nous qui sommes victimes de cela. Et donc, c'était 100 jours. Vous venez d'ailleurs de le dire, il y a plusieurs affaires qu'on commence même à oublier. J'ai lu une longue liste de détournements, je me dis, nous vivons dans quel pays? Donc, pour ça, seule une intention claire et intransigeante. Au sommet, tu es mon ami, tu as triché, va en prison. On ne discute pas. Tout le monde prendra l'exemple de ça et devra se corriger par rapport à ça. Sinon, à défaut de cela, c'est un problème. J'ai toujours dit que si j'étais conseiller du chef de l'État, je lui aurais dit, monsieur le chef de l'État, peut-être que Dieu vous a envoyé dans ce pays pour que simplement vous fassiez de la République démocratique du Congo un véritable état des droits. Et je crois que pour moi, le mandat du chef de l'État serait satisfaisant si seulement il pouvait avoir rendu la République démocratique du Congo état des droits. Vous entendrez qu'aujourd'hui on n'en parle même plus. L'Union sacrée ne réclame plus la paternité de l'état des droits parce que simplement elle-même comprend, et nous sommes sur ce plateau avec M. Choukourou qui est de l'Union sacrée. Je suis heureux quand il dit qu'il est gêné de parler de cette question. Mais cela ne suffit pas. Être gêné ou pas, mais écoutez, avez-vous une politique de gestion ou pas? Si vous n'en avez pas, admettez quand l'opposition vous dit que vous avez échoué, parce que vous dites vous-même que pas de bonne gouvernance, pas de développement avec une corruption à grande échelle. Bon, mais maintenant, vous-même, vous admettez que la corruption est à tous les niveaux. Vous-même, vous admettez que cette corruption devient invivable. Mais vous réclamez au même moment d'être ceux qui vont donner à ce pays un développement. C'est-à-dire, on ne comprend plus ce qu'on dit. Monsieur Pinda, c'est que là, en réalité, ce n'est pas les finances. J'aime qu'on m'appelle Maître Pinda. Et surtout lorsque je touche des questions relatives aux... Vous intervenez en tant que juriste alors? J'interviens porteur de ma qualité, mais n'exerçant pas, ne jouissant pas de l'exercice de ma profession d'avocat en tant que tel. Voilà. Maître Pinda. Voilà. Vous convenez avec moi, c'est que
c'est plus la justice qui va élever la nation en lieu et place des finances. Carrément, les finances viennent en second plan. Parce que si l'on n'arrive pas à coordonner, on le dit aujourd'hui parce qu'on parle de la gestion de la Respublica, mais le mal est tellement profond. Regardez au sortir des supermarchés. Apparemment, on se sent comme si on est obligé de donner quelque chose au portier. Même si vous n'arrivez pas à donner, on vous le demande. Comme si c'était, c'est-à-dire une obligation. Et c'est à tout le niveau. Là, on parle ça carrément des supermarchés. C'est dans les hôpitaux, c'est dans les parkings. Rien n'est gratuit actuellement en République démocratique du Congo. Et c'est un système auquel même le citoyen lambda commence à s'habituer. Alors, je voudrais que nous fassions la part des choses, hein, que nous ne nous entremêlons pas les pinceaux, parce que c'est le constat que je fais. Parce que nous sommes partis du détournement, nous sommes partis de la qualité de la gouvernance, nous avons touché la question de la corruption, nous sommes par de suite allés vers la mendicité. Parce que ce qui s'est fait avec tout ce monde-là, c'est la mendicité. Et là, nous prenons beaucoup de choses dans un tas. Je voudrais que nous fassions la part de choses. Tout ce qui se raconte sur les détournements n'est pas nécessairement un détournement. Je m'explique. Parce qu'en droit, nous avons pour habitude de dire actori, incubit, probation. Ce qui voudrait dire que la charge de la preuve incombe le fait. Monsieur Chalungu, c'est ça, hein? Choukuro. Choukuro. Vous vous souvenez qu'en 2010, vous avez été poursuivi pour vol. J'ai gardé un tas de silence pour voir comment il allait réagir. Ce n'est pas parce que je le dis à la télé que ça doit être nécessairement vrai. Puisque je le dis, j'ai l'obligation d'apporter la preuve de ce que je dis. Mais lorsque quelqu'un passe à la télévision, fait une déclaration pour soit manipuler l'opinion, soit pour s'attirer de la sympathie de l'opinion, ainsi de suite, tout ça, ce n'est pas nécessairement vrai. Parce que je dis, prenons M. Nicolas Kazadi, pour que moi je le prenne au sérieux, il aurait dû prendre tous les éléments de preuve qu'il a. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui s'est présenté au niveau de la justice. Pourquoi n'a-t-il pas brandi tous les éléments avec lesquels il se serait rendu complice des faits qu'il avait commis? Parce qu'il dit, nous, la meilleure des choses, après cette intervention-là, c'est d'aller déposer les différents éléments de preuve qu'il impliquerait, lui, avec tout ce dont il a cité. Après cette déclaration, excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Pour ouvrir un dossier. C'est la justice qui apprécie, ce n'est pas automatique. La justice apprécie l'opportunité de poursuite. Dans le cas échéant, puisqu'on parle de ce cas. Oui. Oui, je vous dis, quand même je ne cesserai de le dire. Parce que nous parlons d'un État. Vous savez ce que c'est un État de droit? Justement, puisque vous avez cité ce cas ici. Non, j'ai repris les cas que vous aviez cités. Justement, exact. Dans un État sérieux, un ancien ministre de Finances qui se met à la place publique pour dire il y a eu des fonds à chaque fois qu'il y avait des décaissements, on me dit de partager cela et on va élaborer le programme. Vous savez, il y avait gravissime. Vous me laisserez le temps de parler, parce que vous avez pour habitude de m'interrompre. Vous n'allez pas sur cette voie-là. Excusez-moi s'il vous plaît. Permettez-moi de terminer comme ça, je vais vous laisser le temps de répondre. Il y a un principe qui a été évoqué ici. Vous acceptez, c'est gravissime. Il y a un principe qui avait été évoqué ici. Vous avez dit que le parquet avait un caractère inquisitorial. Ça veut dire quoi? L'instruction est secrète. Avez-vous ou connaissez-vous quelle a été l'attitude du parquet? Le silence du parquet ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une action. Et si, je l'ai dit au conditionnel, je me réserve parce que je ne suis pas dans le secret du parquet. Et si M. Kazadi avait été invité quelque part? J'ai dit, et s'il avait été invité quelque part? Et par de suite, vous le voyez, s'afficher soit dans les réunions du parti politique dont il ne prenait pas part, ainsi de suite. Et si, messieurs, puisqu'il y a eu une rumeur qui a circulé à un moment donné ici, qu'il aurait été arrêté. Et tout ça, exactement. Ouais. Vous savez, voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on fait une déclaration que c'est nécessairement vrai ou que c'est nécessairement faux. Pas du tout. Vous voyez ça? Je crois que
la responsabilité de relever ou d'assurer le développement de ces pays incombe à tout le monde. Tshisekedi n'est pas à côté de celui qui, lorsque vous sortez du véhicule ou vous sortez d'un supermarché, on vous tend la main. C'est un antivaleur qu'il faut condamner, qu'il faut combattre. Je me réjouis de ce qu'il a dit. Il faut se le dire. Nous sommes dans ce que nous appelons un état de droit. Et quand on dit un état de droit, on parle de la séparation de pouvoir. Que ça vous plaise ou pas du tout, le principe de la séparation du pouvoir existe et demeure. Ce qui veut dire que, lorsqu'on a constaté, ce n'est pas le président Tshisekedi, même étant magistrat suprême, à lui d'ouvrir un dossier judiciaire. Pas du tout. Tshisekedi, ce qu'il fait, c'est quoi? Il constate. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, il y a des gens qui ont dit, mais Julien Inguette est parti pour avoir été impliqué dans tel ou tel dossier. Mais c'est lui qui vient maintenant, d'autres personnes ils disent, mais Azamabe Kolekakutuna Lingeti. Mais qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi fasse? S'il doit démettre quelqu'un de ses fonctions, il ne va pas chercher par lui-même. Même s'il a apprécié, il dit, non, Richard, on a moni Azal quoi correct, ainsi de suite, tout ça. Mais il y a des gens qui doivent faire des propositions. Même lorsqu'on dit que le président doit sanctionner, mais il ne se réveille pas un bon matin, il sanctionne. Non. Il faut qu'il y ait un contreseing du ministre. Vous voyez ça? Le Premier ministre doit contresigner la proposition, plutôt la révocation. Et par voie de conséquence, on doit proposer au président de la République. Qui propose? Mais ce sont les personnes qui savent que petit nanga son ache awa, il y a protéger l'intérêt nanga, moi 10 francs, 20 francs, ils ont la la simakoto, tout ça. Et donc, le problème ici, je suis d'accord avec tous ceux qui pensent qu'il s'agit d'un système qu'il faut combattre. Il faut la responsabilité de tout le monde. Lorsque il a évoqué un fait, il dit l'opposition a échoué, et plutôt l'opposition dit que le pouvoir a échoué. Moi, je ne parle pas d'échec. Pourquoi je le dis? Parce que la majorité que nous sommes, que nous incarnons, que nous représentons, jouit encore d'un mandat. Vous concluez en disant que la majorité a échoué. Mais ça, c'est faux. Parce qu'il y a encore du temps. C'est-à-dire, pour que l'on statue, pour dire qu'il y a échec, il faut qu'on arrive à l'échec. En réalité, c'est une conclusion. Mais comment vous concluez du moment où nous avons encore 2 jours, 3 jours, 4 jours? Et donc, je pense que la responsabilité n'est pas individuelle, elle est collective. D'ailleurs, dans nos mentalités. Prenons par exemple. Vous êtes ce que vous êtes. Déjà, lorsque on vous apprend, vous allez être nommé quelque part, vous pensez déjà comment est-ce que vous allez vous enrichir. Et lorsque vous vous enrichissez, je l'ai dit et je le redis. La plus grosse bourde. Monsieur Pinda, oui. Est-ce que ce sont ces personnes... Vous refusez de m'appeler Maître Pinda. Même si je ne suis pas ici en tant qu'avocat. Non, c'est question d'habitude. Non, je comprends. Allez-y. C'est question d'habitude, excusez-moi. Allez. Est-ce que ce sont les personnes qui sont nommées forcément qui viennent avec ces idées, ou c'est justement les personnes du système qui viennent et proposent toutes ces choses-là? Voilà la plus grosse bourde que le président Tshisekedi a commise en accédant à la fonction de la République. C'est une déclaration que le président a faite pour dire que je ne fouinais pas dans le passé. Ça a eu quoi comme conséquence? Mpinda est nommé ministre. Un ministre qui avait volé, qui sait comment qu'on vole là. Il dit, moi, nama inengo zawa, awa fo le kaboui, osala boyo betaboui. Ok? Si le ministre là, qui était avant moi, ok, qui a géré soit avec Joseph Kabila, avait été sanctionné, je pense que moi qui viens à peine d'arriver, je me serais dit, il faut changer la façon de voir les choses. Et ces discours-là, en tout cas, je le dis, de l'UDPS, étant de l'UDPS, je le dis étant de l'Union sacrée, que c'était une bourde que nous avons commise et que nous avons acceptée et que nous avons fait avec. Ok? Et donc, il n'est pas encore perdu pour nous. C'est-à-dire qu'il faille à ce que nous puissions agir conséquemment. C'est-à-dire que nous puissions prendre des actes. Et d'ailleurs, c'est encore regrettable de constater que le ministre de la Justice est mêlé dans une affaire de détournement. Pourquoi? Parce que je l'ai suivi dire que c'était une occasion pour lui d'ouvrir les placards. Ce qui voudrait dire on va sanctionner les uns et les autres. J'ai ouï dire ici tout à l'heure par M. Choukuro, il a évoqué, il dit c'était un règlement politique avec les dossiers sans jeu. Attention.
il y a eu un procès que nous avons suivi. Les éléments de preuve ont été démontrés. OK? Et l'ensentement, la lecture que nous avons des faits, parce que certains vous diront, Bola Xabuse Sikanini, Vital Kamere, Azwakata $1. Le droit a aussi prévu la participation criminelle. Ngala Olakiso Kazwaka $100, Temena Olakisayo, que sans soubassement, il a signé des documents qui ont favorisé. C'est-à-dire, s'il ne l'avait pas fait, l'infraction n'aurait pas été consommée. Vous voyez? Et ça fait de lui co-auteur dans le terme de la participation criminelle. Mais le droit, ce n'est pas nos déclarations. Le droit... Si tel est le cas, ceux qui étaient impliqués dans les 9 millions de la CICOMINE, les DIRCAB devraient aussi être interpellés. Vous aurez votre droit. Les DIRCAB devraient être interpellés. Juste après, M. ce sera vous. Vous aurez votre droit. Vous aurez droit à la parole. Non, c'est M. Choukour et puis vous. Oui, oui. Vous aurez votre droit. Donc, juste après M. moi. Pina, oui. Et aussi, la plus grosse bourde, je mets à défi les juristes qui sont ici de me dire, est-ce que l'on peut traiter par analogie un cas pénal ou l'interpréter à la lumière d'un autre cas pénal? Pas du tout. Et chaque cas est spécifique. On dit corruption, mais vous n'avez pas toujours, vous n'aviez pas, il y a corruption ou détournement, mais les deux ne se font pas de la même manière. C'est-à-dire que chacun a ses spécificités. C'est ça en fait le droit. On peut beau dire, j'ai dit, je mets à défi les deux juristes qui sont ici, parce qu'ils doivent comprendre le langage que je tiens. Parce qu'il s'agit de termes techniques et d'une analyse technique. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Voilà des explications qui favorisent la corruption. Maître Pina. C'est votre point de vue, ça n'engage que vous. Maître Pina. C'est votre point de vue, ça n'engage que vous. Je parle en tant que, pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'expert. Je vous dis, il y a un principe que j'ai appris du professeur Nyabirungu Mwenesonga, parce que ces derniers temps, je ne cite que lui. Le professeur Nyabirungu Mwenesonga dit, dans l'interprétation, lorsqu'il me donnait son cours de droit pénal général, d'ailleurs, si vous voulez le rencontrer, vous le rencontrerez dans son ouvrage Traité de droit pénal général, il dit, il ne faut pas interpréter une situation de droit du droit pénal à la lumière d'un autre cas, parce que chaque cas a ses spécificités. Vous voyez ça? On pourrait avoir posé des actes similaires, et d'ailleurs, ce qui est similaire n'est pas nécessairement semblable. Vous voyez ça? Les particularités existent. Les discours que je tiens ici n'étant pas à décourager les antivaleurs, parce que ce sont les intérêts. Je ne serai plus là demain. Ce sont mes enfants et mes petits-enfants. Mais je les laisserai dans quelle situation si du moment où je ne voudrais pas ou que je ne me sers pas des instruments que j'ai ici présentement pour éventuellement préparer cet avenir-là. Mais justement... Et donc, voilà pourquoi je conclurai en disant, le président de la République fait sa part. Nous aussi, en tant que citoyens, nous devons faire notre part. Yo Fandi, Oebiko Ezali, corruption. Mais pourquoi vous le faites? J'ai dit en tant qu'avocat, moi je fais mon travail, je suis devant le cours des tribunaux. Ok? Ceux qui ont monique non, on a salé quitter, tu vas aller corrompre, ne venez pas me voir. Mais soyez-en sûrs, je ne veux pas vous accompagner. Vous voyez ça? C'est-à-dire que j'insiste sur un fait, parce que nous avons évoqué des cas ici. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait d'une part le corrompu et le corrupteur. Ok? Est-ce que vous savez que lorsque nous sommes en cours de route, par exemple, il y en a certains de ce roulage qui vous incitent à la corruption? Parce que la tête est corrompue. Quelle tête? Ou l'entourage de la tête est corrompu. Quelle tête? Vous avez parlé ici de certaines J'ai été candidat, député Monsieur national. Babgoy, vous aurez le temps de réagir. Monsieur Choukourou, c'est bien beau. On va déjà la faire. Oui, madame, je connais mon ami Pinda. Pinda et moi, nous défendons notre régime, c'est normal. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas défendre. Il est un fait. Le cas de Vital Kamere, c'était un règlement de compte. Il est maintenant dans son temps de parole. Il a fait son exercice. Je me souviens de son exercice. Moi, je ne défends pas le président de la République.
Je défends la philosophie du président de la République. C'est-à-dire que vous, le président Tshisekedi aurait commis des forfaits, vous auriez continué à le défendre parce que vous défendez l'individu. Non, souffrez. Mais le dire, c'est une chose. Les proches du président, c'est une chose. La prouver, c'est aussi une autre. Laissez-le parler également. Ah, merci. Parce que il va se soumettre à cet exercice-là. Quand vous étiez en train je me réserve de ne plus rien dire et je souhaite qu'il se soumettrait aussi à cet exercice. Monsieur Choko. De ma gauche, Monsieur Bob Ngoy. Monsieur Bob Ngoy est étonné de voir que M. Christian Choukourou parle de la corruption qui est devenue endémique et même institutionnalisée. Je le dis oui. Pourquoi je le dis? Parce que je veux que ça change. Ce n'est pas ce que le président de la République, candidat Félix Tshisekedi, nous a offert comme programme. Vous avez si bien fait d'évoquer l'état des droits dont on ne parle pas, même mes amis de Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, on n'en parle plus. Il faut revenir aux fondamentaux, parce que ce sont là les fondamentaux de notre pouvoir. J'en parle effectivement parce que j'en ai marre, je veux que ça change. Nous avons encore 2 ou 3 ans. Le président de la République en tant que magistrat suprême, je dis que cette affaire de séparation des pouvoirs ne marche pas parce que le président, l'intervention ici est voulue en tant que magistrat suprême. Il a été élu sur base d'un programme et je rappelle à tout le monde ici que seule la bonne gouvernance peut constituer un programme dans ces pays. Et donc, les choses doivent changer, sinon ça ne va pas. Ça ne va pas. Je me pose la question, si j'étais un autre monsieur que Nicolas Kazadi qui est monté sur les créneaux et dénoncé s'il serait encore chez lui à la maison. Voilà comment la justice n'aide pas le président de la République. Je l'ai dit, si on doit punir Mukalenga Mwivi Mulenga, il faut que Mambweni ou Angwalima ou, c'est pas moi, je ne veux pas citer vraiment des noms, il faut qu'on ait le même traitement face à la justice. Là, vous sous-entendez que Nicolas Kazadi semble être un peu privilégié parce que c'est pas ce n'est pas un seul cas. Il a dit des vérités. Il est laissé. Il devait le ministre de la Justice à un moment donné, je crois, dans le dossier forage, avait fait une correspondance l'interdisant de sortir du pays. Non seulement qu'il est sorti, il est revenu, il a tenu une émission. Quand c'est les autres, ils peuvent passer même une année en prison. Oui, la justice, là, ça fonctionne. Mais les autres, c'est peut-être une garde à vue de 48 heures chez lui à la maison, et puis c'est tout. Non, ça ne va pas. On n'aide pas les chefs. Et je vous assure que, à côté des efforts que fournit le président de la République pour garantir notre souveraineté nationale et internationale, il y a aussi cette question de bonne gouvernance. Mais si on échoue là, croyez-moi, nous serons... C'est ça le vrai problème. Nous serons mal vus. Parce que là c'est la population qui est en train de regarder un spectacle où on ne sait pas qui est acteur, qui est assassin, qui finalement sera le héros à la fin. Madame, vous savez que la corruption et la malgouvernance tuent plus qu'on le pense. Pour comprendre ce que je vous dis, aller dans l'arrière-pays pour voir comment les gens vivent. Mais imaginez-vous que cette population entende aujourd'hui un détournement de 600 millions, demain un détournement de 50 millions. Est-ce que la cohésion nationale peut fonctionner? C'est même une violation de la Constitution. Parce que la Constitution elle-même consacre l'équitabilité, ou l'équité, si vous voulez, de nos ressources, dans la répartition de nos ressources nationales. Allez dans nos provinces. Les gouverneurs sont toujours comme à l'époque de Kabila, et même à l'époque de je ne sais pas moi, depuis les 32 ans de pouvoir du maréchal Mobutu. Et rien ne change. Ceux qui sont autour du président de la République, j'aimerais quand même les rappeler les rôles. Certes, le président ne peut pas tout faire. Moi, conseiller au DIECAP du président de la République, partout où je me promène avec le président, là où il promet, je note et je mets en œuvre ce qu'il a dit. Mais on a comme l'impression que tout ce que le président parle, les gens viennent à la cérémonie, ils boivent, ils rigolent
Et puis ils rentrent chez eux, la fin du mois, il est payé, c'est tout. Non, le président, s'agissant des questions de province, a dit que chaque 6 mois, il ferait une évaluation. Où en est-on aujourd'hui? Zéro. Conséquence, nos provinces, en tout cas, rien n'avance. C'est comme à l'époque de Kabila, à 18 ans. C'est la continuité. Aujourd'hui, même le frais de fonctionnement, je vais vous étonner. Il y a des détournements qui sont visibles. Vous allez dans des cabinets de ministres, le frais de fonctionnement, ça n'arrive pas au cabinet, ça va chez le ministre à sa résidence. Et le lendemain, il appelle ses cadres comme s'il sortait l'argent au conseil administratif de sa poche. Ce n'est pas un détournement, ça. C'est clair. Vous allez dans les cabinets ou dans les toilettes des cabinets, ça sent comme vous n'avez pas l'idée. Je dois le dire parce que je veux que les choses changent. Déjà, quand le ministre détourne le frais de fonctionnement, est-ce qu'il peut avoir peur de l'argent du projet d'Exit, Nicolas Kazadi? Ça doit changer. Je ne peux pas venir ici défendre cela. Non. Par contre, je dénonce pour que le président de la République prenne à bras le corps cette question parce que notre mandature en dépend aussi. Il y a un Premier ministre également qui doit aussi faire le suivi avant que l'on nous parle du président de la République. Il y a un chef du gouvernement qui sait choisir ses collaborateurs. Regardez un peu la question d'itinérance. Je n'ai jamais entendu un ministre faire l'itinérance aller à Bouta ou à Mbokolo, dans l'Ituri. L'itinérance, c'est seulement là-bas. C'est seulement là-bas. Et puis vous les entendez tous dans les carrés miniers. Ça n'est pas normal. J'ai dit que même Mobutu, s'il s'est réveillé aujourd'hui, il va être étonné, il va dire, mais on m'a traité de détourneur, mais il y a des professionnels. Malheureusement, durant notre mandature de l'Union sacrée, je dénonce et je veux que ça change. À vous entendre, c'est comme un bilan négatif que vous faites là. Je fais... Est-ce qu'il s'agit de ce que vous devriez faire au lieu d'aller dans les rébellions? Est-ce qu'il s'agit de défendre le pouvoir au lieu d'aller lécher les pieds de celui qui nous a endeuillés depuis 30 ans? C'est ce que vous devriez faire. Je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, mais je constate... Vous voulez aussi qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Oui, mais puisqu'il semble se dédouaner, il dit c'est que la population a donné un mandat pour que tout ça change. Pas pour qu'on dénonce. C'est comme si le médecin se plaint de la maladie que souffrent les patients. Mais le patient vient chez vous pour que vous puissiez soigner. Dans l'union sacrée, c'est aussi moral de dire ce qui ne va pas pour que ça marche. Monsieur Sénat, justement, puisque ça ne va pas. C'est vrai. On le dit aujourd'hui. La population a l'impression que les choses se règlent d'une certaine manière et au finish, c'est elle qui en pâtisse. C'est elle qui en pâtit parce que elle ne sait à quel sens se vouer. S'il s'agissait justement d'un problème entre voisins, entre un petit vol de coin de rue, c'est la justice qui vient. Mais quand il s'agit des gestionnaires eux-mêmes, ça devient un peu plus complexe. Quel regard devrions-nous avoir en ce net moment? Parce qu'on se dit, finalement, s'il faudrait résoudre les vrais problèmes, c'est espérer auprès de qui? Parce que l'on nous parle de séparation de pouvoir. On veut en même temps que le chef de l'État nous promette, mais également que les personnes attitrées puissent suivre ces promesses et mettre en exécution. Cela nous renvoie encore sur cette question de casting. Il y a réellement un problème de casting pour savoir dénicher les bons des mauvais, des moins performants aux plus performants, sélectionner en matière par exemple de probité morale, choisir des personnes qui peuvent inspirer confiance, qui peuvent faire rêver la population. Aujourd'hui, il y a un problème de rêve. Le Congolais ne sait plus rêver. On ne sait plus rêver à un homme politique, à être un homme politique, à être un ministre, parce qu'on se dit finalement, c'est des fonctions qui semblent jeter un tout petit peu. Je réponds à une question qu'il a soulevée. Il a parlé de la question de contrôle parlementaire. Oui, parlons-en. Encore une fois, quand on veut poursuivre un ministre d'un parti politique, c'est le parti politique qui exerce la pression sur le bureau pour dire, écoutez, non, 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 non. Mais nous voulons une chose de son contraire à la voix. Et je suis de ceux qui pensent, moi, qu'après la suspension du PPRD, et les autres partis, l'UDPS doit
doit être aussi suspendu parce qu'ils ont rendu très mauvais service au président de la République. Monsieur Sina. Alors, madame, je crois que les partis politiques doivent faire aussi leur travail. Il faut apprendre aux membres la gestion de la République. C'est pas parce que vous avez dans un parti politique un secrétaire national chargé peut-être des finances et ainsi de suite. C'est parce que quand vous accédez au pouvoir, que vous ne venez pas apprendre en étant au pouvoir. C'est ça même le rôle du parti politique. Et même de la population congolaise. J'insiste encore en disant ceci. Cette question, il faut le voir sous l'angle de la séparation de pouvoir. Nous avons 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc ça veut dire que le pouvoir exécutif ne peut pas se mêler plutôt des histoires... Des prérogatives qui reviennent du fonctionnement. Dans notre contexte, je vais ça c'est de la théorie. Hein? Exactement. Non, laissez-moi continuer. Quand vous dites théorie, c'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas comprendre comment gérer. Mais parce que ça ne s'applique pas, c'est vrai, on en parle, mais non, madame, aussi longtemps qu'on ne sait pas comprendre ce qui se passe, on va rester toujours dans ça. Je dois vous rappeler ceci. Nous avons chassé, Mobutu a été chassé, pourquoi? Mais parce que c'était la dictature. Vous voulez encore que l'on reprenne encore la dictature? Par exemple, lorsque mon frère dit que le chef de l'État doit arrêter. Mais est-ce que vous avez vu ça? Non, vous avez dit ça. Doit arrêter quelqu'un. Est-ce que vous ne pouvez pas noter les laisser parler? Vous avez dit ça. Parce que comment vous dites que le chef de l'État peut arrêter et tout ainsi de suite? Moi, je vous dis que le chef de l'État n'arrête pas. Le chef de l'État... Ça, c'est connu. Pardon? Sanctionné. Oui. Mais le président de la République n'arrête pas. Le président de la République ne juge pas. Ça, c'est le problème de la justice. Ce n'est pas un problème qu'il faut mettre dans la tête du président de la République. Et quand vous parlez, par exemple, des élections, monsieur, mon ami, aucun pays sur cette terre n'a organisé des élections sans problème. Non, l'autre quand même. Il y a même eu... Non, c'est un nom qui n'a jamais connu de problème. La France, en France, madame. Madame, laissez-moi... Maître Sénat. Pardon, madame. Le vrai problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de problème, c'est le taux, le pourcentage de problèmes. J'ai réagi par rapport à ces propos. Je vous dis qu'à la France, ça a été encore pire que chez nous. En France, nous avons vu les gens, les morts, aller voter les morts. Les morts qui étaient là, les gens qui sont déjà morts, on les a vus aller voter là-bas. C'est en France. Est-ce que vous avez vu ça ici au Congo? Non. Aux États-Unis, c'est encore terrible. Ne mettez pas tout sous la tête du président de la République. Vous avez même vu Donald Trump aux États-Unis, qui a réclamé après ces élections avec Trump. Il a refusé avec Biden. Il dit que non, ce n'est pas le vrai résultat. Mais c'est dans un pays où il y a la plus grande démocratie au monde. Mais combien de fois de raison ici au Congo, quand Tshisekedi a hérité de toutes ces situations? Je vais encore vous rappeler. C'est qu'il faut retenir, Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir avec ses magistrats, non. Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir avec ses généraux, non. Attention, c'est pas une excuse. Non, ça veut dire quoi? C'est ce que je voulais dire. Cette question, merci, maître. Non, ça veut dire que cette question... Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous devons prendre comme prétexte que ailleurs aussi cela se fait, il ne faudrait pas que l'on se tonne que ça ne se fasse pas aussi. Pourquoi nous ne prenons pas les bons exemples pour dire que là-bas ça va quand même? Pourquoi chez nous c'est pire? Laissez-moi terminer, madame. Le président de la République a trouvé la situation comme telle. Maintenant, je vous démontre les efforts qu'il a fait. Ce n'est pas une excuse. Maintenant, vous voyez les actes qui ont été posés. C'est pour la première fois de l'histoire de notre pays, vous voyez un directeur de cabinet être interpellé. C'est sourd. Non, mais moi je vous dis... Vous êtes avocat? Vous êtes avocat? Si cela n'aboutit à rien... Attendez, vous êtes avocat? Si cela n'aboutit à rien... Vous êtes avocat? Suis-je vraiment censé répondre à cette question? Exactement. Parce que vous savez, si vous êtes avocat, vous devez comprendre comment fonctionne la justice. Et vous savez que lorsqu'on arrête, excusez-moi s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Et là, vous respectez votre temps de parole. Terminez parce qu'on doit terminer. Vous n'avez pas lorsqu'on a arrêté une personne qui doit nécessairement... Non, mais moi, je n'ai même pas parlé. On vous écoute, alors, mais laissez-moi quand même parler. Laissez-moi parler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 5000 magistrats qui ont été nommés par le chef de l'État. Tshisekedi a trouvé un pays où, dans les recoins de notre province... Non, mais ce n'est pas des discours politiques. Ce sont des choses vraies. Vous ne pouvez pas, madame. Lorsqu'on parle de la justice congolaise, il faut voir 3 moyens. Il y a le moyen humain, le moyen matériel et le moyen financier. Le moyen humain, mais ce sont ces magistrats-là. Tshisekedi a trouvé combien de magistrats? Et Tshisekedi a déjà nommé combien de magistrats? Il serait également encore nommé. C'est pour résoudre ce problème dans certaines provinces où il n'y a pas de juges, il n'y a pas de parquet, où les gens
comment on appelle, se règlent les problèmes entre eux. Est-ce que les problèmes, c'est comme on ça que parle vous voyez ici de ministres qui sont ici dans la capitale. On ne parle Laissez-moi chuter. Oh là là. C'est pour vous faire comprendre ceci. Le chef de l'État est le chef de l'exécutif. Il n'est pas le chef du pouvoir judiciaire. Ça veut dire que les juges, même par rapport aux nominations, lisez la Constitution. Le président ne nomme pas les magistrats comme ça. Il nomme des magistrats sur proposition du Conseil suprême de la magistrature. C'est au Conseil suprême de la magistrature qui est l'organe administratif du pouvoir judiciaire. Donc ça veut dire que même quand le chef nomme, il ne nomme pas selon lui, mais la Constitution dit qu'il faut nommer, mais sur proposition du Conseil suprême de la magistrature. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas tout mettre dans la tête du chef de l'État. Il faut faire comprendre aux gens que Tshisekedi est en train de faire des efforts, surtout dans le domaine judiciaire. Vous avez vous-même accepté qu'il y a eu des gens, des ministres arrêtés, même s'ils sont relâchés, parce que ce n'est pas au moins de vous apprendre qu'il peut y avoir une liberté qu'on appelle liberté provisoire. Il peut y avoir une liberté provisoire. Alors maintenant, vous voulez que le chef fasse quoi? Il faut réagir. Maître Bob Ngoï. Ne mélangeons pas la compréhension juridique d'un problème en y mettant un peu de politique et paraître expert après. Le fait de nommer des magistrats ne résoudra pas le problème judiciaire. Le fait de trouver, des anciens magistrats ne peut pas résoudre ce problème. Comment ce problème sera résolu? Par une politique à insuffler dans les têtes de ces gens. Un magistrat peut bien venir avec des bonnes intentions, mais si il n'y a pas une politique le contraignant à bien se comporter, il va dévier. Déraper. Ça reste une réalité. Il est vrai que dans la lutte contre la corruption, le chef de l'État a eu à faire quelque chose. Mais ce qu'il a fait n'était pas suffisant. Je l'ai entendu se plaindre et dire « je me plains de ça ». C'est ce que j'ai reproché pratiquement à M. Choukourou tout à l'heure. C'est-à-dire, vous qui êtes censé résoudre les problèmes de la population, vous êtes celui qui est en position de vous plaindre. Mais c'est comme l'hôpital qui se moque de la charité. Ça n'a pas de sens. Mais dans ça, moi je plains l'UDPS. Moi, je plains l'UDPS dans cette histoire parce que j'admets que tout le monde, même vous et nous, ici sur ce plateau, avons quelque chose à faire. Il est vrai que le chef de l'État, au niveau où se situe la corruption dans notre pays, moi je pense que c'est d'abord un problème de mode de gestion. Donc il doit insuffler un modèle que tout le monde doit respecter de manière stricte, comme un peu il avait commencé. Mais il n'est pas resté sur cette ligne-là. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'UDPS, pourquoi je dis que l'UDPS n'aide pas le chef de l'État? Parce qu'ici, l'UDPS pouvait jouer un rôle secondaire, c'est-à-dire la population, d'ailleurs, quand elle voit un problème, peut dénoncer. L'UDPS pouvait faire quoi? Pour aider le chef de l'État en tant que parti présidentiel, tu voles, nous l'UDPS. On se lève, on pousse pour qu'il y ait des poursuites contre toi. Et s'il y a des mains noires qui veulent s'élever, nous, UDPS, allons tout faire pour dire non, il y a une main noire. Allons dénoncer parce que nous voulons le bien du chef de l'État. On peut beau parler des alliés du chef de l'État, mais personne ne peut mieux aider le chef de l'État que l'UDPS. Les autres, bien d'accord, mais l'UDPS ici, en quoi est-ce qu'on accompagne le chef de l'État par les guéguerres, Kabouya, Bizibou, jusqu'ici, le nouveau mandat? Nous sommes dans des guéguerres, en organisant des réunions inutiles, au lieu d'aller dans le fond. Il y a une politique que l'UDPS peut donner. Le chef de l'État, sachant que son entourage, nous le savons tous, pose problème. Vous-même, vous le dites. Son entourage pose problème. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? L'UDPS a un rôle à jouer. C'est un peu ce que voulait faire. On regarde tout de même. C'est un peu ce que voulait faire Kabound. Et on l'a fait taire, parce que Kabound voulait jouer un second rôle. Là où on veut crier, il dit non, mais non, ici ce n'est pas comme ça. Mais on a voulu avoir l'UDPS en silence, l'UDPS qui soutient tout et n'importe quoi. Je crois qu'ici, l'UDPS peut mettre fin à la corruption, sachant que les gens de l'UDPS seront les militants, dit tous, allons-y devant tel ministère, jusqu'à ce que la justice va faire. Il y a un rôle pareil à jouer, un rôle de gardien du temple. Mais ce rôle est ignoré par l'UDPS. Vous voyez par exemple ici, quiconque a affaire à la police par exemple, Transparency International va jusqu'à dire 75% des Congolais qui ont affaire à la police payent un pot de vin. Oui. Donc vous pouvez déjà voir l'ampleur du niveau. Donc c'est à tous les niveaux. Ici, la tête qui est malade ne doit pas demander à l'orteil pourquoi est-ce que tu ne travailles pas bien. Non. Alors on va faire un tour de table pour terminer juste en un seul mot, parce qu'on nous a fait signe qu'on a largement débordé le temps. C'était évoqué quand même, puisqu'on a annoncé cette question qui semble diviser au Sénat également, la question de la levée des immunités de l'ancien chef d'État, Joseph Kabila.
Ah bon, on fait un tour de table. On commence par vous, monsieur. Vous aviez commencé avec moi l'autre question, j'aimerais réagir en dernier. Mais c'est vous qui avez commencé en temps de parole. On commence réagir par vous le dernier. et on va faire l'inverse. Je ne sais pas de quoi il a peur, mais bon, moi je vais me... Peut-être qu'il va encore avoir les points de vue et avoir une idée. Voilà, ce n'est pas avoir peur. Je voudrais avoir le point de vue. Mon point de vue, il est officiel. Ça ne me dérange pas, parce que je n'ai pas peur, je vais parler. Mais ce n'est pas un débat contre vous. Alors, je disais, ça c'est votre impression. Voilà. Alors, j'étais en train de... À propos de cette question de la levée des immunités de M. Joseph Kabila, je crois que pour rester le plus juriste possible, c'est très grave ce qui se passe. Finalement, l'état des droits est état des droits lorsque ça nous arrange. Mais lorsque ça nous dérange, nous ne sommes pas dans l'état des droits. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, jouit est encadré par cette loi portant statut des anciens chefs d'État. Cette loi, ce n'est pas le fait... Aujourd'hui, là, le sénateur à vie, Joseph Kabila, est sénateur à vie parce que c'est un titre honorifique qui lui est donné par le fait d'être ancien chef d'État. Alors ici, j'entends quelqu'un dire, aussi ministre de la Justice qu'il soit, et avocat de surcroît, dire qu'on va s'attaquer à Joseph Kabila comme étant sénateur à vie. Mais sénateur à vie, il a été élu où? Il a été élu dans quelle circonscription? Joseph Kabila est sénateur à vie simplement parce que il est ancien chef de l'État. Donc le Sénat, en fait, n'a pas la capacité d'élever les immunités de Joseph Kabila. Mais ici, si on s'en remet à la loi portant statut des anciens chefs d'État, c'est plutôt le Congrès qui doit se réunir pour lever les immunités de Joseph Kabila. Donc ce qui est en train de se faire, c'est une supercherie qui traduit la volonté de vouloir mettre à mal la cohésion nationale en s'attaquant à des choses qu'il ne faut pas. Moi, je ne suis pas... Monsieur Sena. Monsieur Sena. Madame, par rapport à la question des immunités, je voulais demander à mon ami, vous pouvez parcourir la loi de 2018. Nulle part on vous dit qu'un ancien président de la République jouit des immunités. Nulle part. Il ne joue pas des immunités. Il n'y a pas des immunités pour un ancien président. De quoi? Parce que... Laissez-les parler. J'aimerais quand même savoir... Il va perdre les fils d'idées. Ce que vous avez fait avec lui. L'exercice que vous avez fait avec lui. Lorsque vous l'interrompez, il va perdre le fil. Je me perds, effectivement. Ben voilà. Alors, je voulais dire que nulle part dans cette loi de 2018, il est dit qu'un ancien président de la République bénéficie des immunités. Il faut décortiquer l'article 7. L'article 7 de cette loi vous dit ceci. Il dit, tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. L'article 7 ne donne pas à un ancien président de la République des immunités après qu'il quitte le pouvoir et les infractions qu'il commet après avoir exercé ses fonctions comme président de la République. Non, ça on vous dit que parce que si vous lisez l'article 164 de la Constitution, on vous dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République pour les infractions politiques ainsi de suite. Mais on vous dit, même pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Donc ça veut dire que là, en ce moment-là, la Cour serait compétente. Je vais expliquer. Une infraction de droit commun dans l'exercice de ses fonctions, ou soit à l'occasion des exercices de ses fonctions. Je crois que le temps vraiment est imparti et tout. Alors pour chuter, madame, oui. Pour chuter, je voulais dire quelque chose par rapport... Donnez-moi 30 secondes seulement. Je voulais dire quelque chose par rapport au front judiciaire que le chef de l'État a mis en place. Au niveau interne, par rapport au chef de l'État, il a mis en place une taxe plutôt... Task Force Justice Internationale qui est dirigée, je crois, par le professeur... Taylor. Non, pas Taylor, le nom du professeur m'échappe. Mais en ce qui concerne le gouvernement, cette compétence a été conférée au vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda. Et je vais vous dire... Samuel Mbemba Kabouya Tanda. Et je vais vous dire, à partir du 5 au 10, le vice-ministre de la Justice était en Gambie, plus précisément en Gambie. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le vice-ministre de la Justice est allé devant la Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples On pour défendre les positions. Ouais, Non, pour défendre les violations des droits de l'homme commises ici au Congo. Pourquoi? Parce que la commission africaine des peuples est dans la promotion, dans la protection et ainsi de suite. Vous allez terminer. Et donc, je crois que le ministre, le vice-ministre de la Justice... On a compris, monsieur le vice-ministre de la Justice, vous allez faire le travail et vous avez votre... Libanga. Non, c'est pas... Non, mais je ne l'ai jamais vu, mais je défends ceux-là qui se distinguent dans la gestion. Dans la gestion de la République. Vous savez, cette question, elle est purement technique. Hein. J'aurais souhaité, lorsqu'il avait pris la parole, monsieur, vous ne voulez pas, monsieur Bob, j'aurais souhaité en tant que juriste, parce que je vous vois porter les cuissons de l'avocat, en tant qu'avocat, j'aurais souhaité que vous ne racontiez pas votre pensée, votre fantasme, que vous parliez en vous référant au texte. Que dit le texte? Alors, allons-y. Il a dit ceci, on ne peut pas le poursuivre en tant que sénateur à vie, parce que c'est un titre honorifique. Ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Mais vous parlez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le juriste est esclave des textes. Le statut ici ne fait pas de Joseph Kabila sénateur à vie en termes de titres honorifiques, non pas du tout. La loi portant statut des anciens présidents de la République, en son article 3, alinéa 4e, fait de lui, on lui dit, il a le droit de porter les titres de président de la République honoraire. Lorsque vous lisez la Constitution de la République, en son article 104, il est consacré comme étant sénateur à vie. Pourquoi? Et par voie de conséquence, lorsque vous lisez l'article 119, il est dit que la Constitution, plutôt les sénateurs, le règlement intérieur, 119, dit le Sénat est composé de 108 députés élus et un député de droit, un sénateur de droit. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, d'aucuns ne le disent pas. En tant que je vous ai contredit, vous dites qu'il est sénateur honoraire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, parlez pas. Je vais chuter parce que moi, je vais souhaiter que nous ayons beaucoup plus de temps. Ok? Je le mets à défi, ok? Un débat sur cette question et sur cette chaîne. C'est ça ma conclusion. À deux. Monsieur Choukourou, placez un mot. Je vais l'aider à comprendre que Joseph Kabila est poursuivi et est poursuivable. Il a accepté. Madame, organisez cette ça. question me rappelle les débats autour de la poursuite de M. Matata. L'honorable Matata. Je sais qu'il n'est pas sain dans cette affaire Bokanga Alonso. Mais ce que moi je demande, c'est de respecter les textes. Point barre. C'est de respecter les textes. Il a été poursuivi, puis laissé pour aller se présenter. Il était à l'époque sénateur, maintenant député. Il faut refaire le même exercice. Pour le président honoraire Kabila, l'article 8 de la loi du 26 juillet portant statut des anciens chefs d'État et des anciens chefs de corps montre comment un ancien chef de l'État peut être poursuivi pour les actes commis en dehors de son exercice de pouvoir. Respectez cela. Nous avons la majorité, mais réunissez les congrès. Et puis l'affaire est réglée. Merci beaucoup, monsieur. Je prends un défi, j'insiste. Je prends un défi sur cette question. Qui veut? Monsieur Pinda, maître Pinda, maître Sénat également, maître même demain, Bob Ngoï, vous voyez que la question continue à diviser, même le plateau de Télé 50, donc, oui, ça fait débat. Et les débats restent ouverts chez vous et les textes sont là pour ceux qui aiment bien les textes, les avocats également, les étudiants également. C'est une matière pour laquelle vous pouvez également vous exercer. Grand merci à vous et à très bientôt. Bon défi demain.